Donc premièrement, merci à tous d'être présents. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de faire une conférence, enfin un workshop. Moi, je l'ai tourné un peu plus comme une conférence, mais ça peut être. Enfin, le but, c'est que ce soit hyper interactif de mon côté. Enfin de mon côté avec vous, et on m'a demandé de vous parler, de faire une introduction au minage, plus particulièrement du minage de Bitcoin. Je toucherai également un petit mot sur les autres formes de minage, parce que bon, ça fait quand même partie de tout l'écosystème, hein. Je veux dire, on en a parlé ce matin, on a le Proof of Work, le Proof of Stake, etc. etc. Et comme je l'expliquais lors de cette conférence, Proof of Work, en fait, ça représente un modèle, un consensus, mais derrière le Proof of Work, il y a plein de... C'est une famille, quoi. Il y a plein de sous-catégories au niveau du Proof of Work qui sont toutes différentes, toutes avec leurs avantages, leurs inconvénients, etc. etc. Donc, rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Monsieur TK sur les réseaux, mais sinon mon vrai prénom c'est Kevin, hein, donc vous pouvez m'appeler sans problème comme ça. Rapidement, qui je suis, donc moi j'entends parler pour la première fois du Bitcoin en 2013, sauf que à l'époque j'avais la tête ailleurs, c'était pas le moment, je venais de me lancer dans la vie active, donc c'était pas du tout le moment pour moi de me dire je vais aller claquer tout mon pognon dans des installations de minage et acheter du Bitcoin. Et mes premiers investissements remontent réellement en fait à 2016. Donc 2016, c'est vraiment le moment où je débute dans la crypto-monnaie à fond, et notamment dans le minage de crypto. Et à titre indicatif, alors pour certains qui sont probablement là depuis bien plus longtemps que moi, ça ne va pas représenter grand-chose, mais pour les personnes qui sont nouvelles dans l'écosystème, en tout cas, c'est toujours des chiffres qui, moi, m'ont marqué à l'époque, qui me marquent encore plus maintenant quand on voit les valeurs que peuvent atteindre certaines crypto-monnaies. Mais voilà, à l'époque, le Bitcoin, c'était 410 €, Ether, c'était 2 €, et Binance, ça n'existait pas. Donc on avait des alternatives et de ça, mais bon voilà, ça donne une idée. Voilà. Quand on voit la progression de ces actifs, on voit que, et la marge de progression en plus, ça reste très intéressant. Comme je vous le disais, moi j'ai débuté dans l'aventure par le minage de crypto-monnaies, et forcément, lorsque vous mettez le doigt dans l'engrenage des cryptos, rapidement, vous êtes hypé par tout ce qui tourne autour de l'écosystème. Donc il y a bien entendu le minage, le staking, le lending, la DeFi, les NFT, etc. etc. Et donc forcément, on s'intéresse toujours un peu à tout. Moi, c'est vrai que je me suis très très fortement spécialisé dans la vulgarisation du minage et du staking, lending, donc toutes les formes de validation des blockchains, des consensus qui permettent de valider les blockchains. Mais voilà, comme tout le monde, je touche un petit peu à tout. Alors, ça va paraître un peu bateau, hein, parce qu'ici on est quand même sur une conférence sur les crypto-monnaies, donc, et notamment Bitcoin. Mais rapidement, très très vite, c'est quoi une crypto-monnaie en soi? Parce qu'on parle souvent de crypto-monnaie, mais les gens ne voient pas toujours de quoi il s'agit, hein, parce qu'on s'amuse à voir des bougies vertes, des bougies rouges sur un exchange, mais j'achète, je vends, j'achète, je vends. Il y a énormément de choses qui se cachent derrière ces crypto-monnaies. Donc la première chose, c'est que c'est un actif numérique qui se change de pair à pair, P2P. Donc ça veut dire qu'on n'a pas d'intermédiaire. En tout cas, on peut s'en passer. Ça fonctionne également sans un tiers de confiance. Le réseau se suffit à lui-même, notamment par exemple le cas de Bitcoin. Bitcoin, le réseau seul, son fonctionnement, avec ses mineurs, ses nodes validateurs, etc., se suffit à lui-même. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vient chapeauter, par exemple, le réseau Bitcoin. Ça fonctionne également de manière décentralisée. Donc on n'a pas besoin d'une banque centrale, d'un organisme de contrôle, c'est ce que je disais. Et quoi qu'on en dise, elles ne sont pas directement liées à un actif traditionnel comme l'euro, le dollar. On prend toujours l'exemple, un BTC, ça vaut un BTC. Que le BTC soit à 20 000 $, 100 000 $, 1 million de dollars, un BTC, c'est un BTC. Et tout cela, ça a été rendu possible notamment grâce à une technologie qui est la technologie de la blockchain, qui se cache justement derrière ces crypto-monnaies. Alors donc rapidement, alors ça peut paraître idiot, hein. Je sais que quand je mets la blockchain ou chaîne de blocs, ça peut paraître idiot. Croyez-moi, j'ai donné plein de conférences justement, et il y a des gens qui n'avaient pas compris, qui sont pas très bons en anglais, qui n'avaient pas compris que blockchain c'était chaîne de blocs. Alors ils ne comprenaient pas, ils avaient du mal à concevoir la blockchain, mais quand tu leur dis c'est une chaîne de blocs, c'est tout de suite beaucoup plus évident pour eux. Et les blocs, ils sont reliés les uns aux autres, les uns derrière les autres. Et dans ces blocs, notamment de la blockchain, on peut inscrire tout un tas d'informations, notamment par exemple les nouvelles adresses qui vont être créées. On peut également avoir la création de nouvelles unités. Donc par exemple, pour le moment, lorsque vous allez miner un bloc Bitcoin, votre récompense va être de 6,25 BTC, donc pour avoir scellé et validé ce bloc et l'avoir ajouté à la blockchain dans le cas du travail des mineurs.
Également, on retrouve des informations en lien avec la difficulté de minage et notamment la difficulté des prochains blocs. Alors, ce sont des termes que je vais expliquer plus loin dans la conférence. Hein. Donc là, pour le moment, il faut bien que je vous les introduise. Donc prenez-les pour acquis, mais je vais vous expliquer notamment ce qu'est la difficulté de minage, etc. etc. Et également les fameuses transactions que l'on va pouvoir inscrire dedans. Donc, lorsque moi, par exemple, je décide d'envoyer un BTC à quelqu'un, eh bien, cette transaction va être inscrite dans un bloc. Ce bloc va être validé, va être scellé par un mineur, probablement un groupe de mineurs. Et lorsque ce bloc sera ajouté à la blockchain, la transaction pourra avoir lieu. Et comme je le disais, l'avantage de la blockchain, c'est qu'on n'a pas d'autorité centrale qui va valider et confirmer les transactions. Cette tâche, elle revient aux mineurs. Le gros avantage ici derrière, c'est que le fait que les mineurs sont pour la plupart répartis un peu partout sur la planète, on a vraiment une structure qui est décentralisée. Alors après, pareil, j'en retoucherai un mot après, on va avoir un petit peu de centralisation à cause des pools de minage. J'expliquerai plus loin ce que sont les pools de minage. Mais vraiment, on peut se dire que grâce au système, j'en parlais avant, il est autosuffisant, il se suffit à lui-même et ça permet d'échanger de la crypto-monnaie et donc d'une certaine façon de la valeur entre personnes sans avoir besoin d'une banque centrale, d'un système vraiment qui va venir surveiller et diriger cet écosystème. Alors maintenant, voilà, en ayant posé ces bases, je vais pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. Donc le travail des mineurs, il sert notamment, donc, comme je vous le disais, à valider les opérations et notamment à relier ces fameux blocs entre eux, hein, donc à ajouter les blocs à la blockchain. Alors, généralement, quand on en parle de ce travail des mineurs, on a toujours cette image, en tout cas quand on essaye d'expliquer, on dit toujours que c'est un calcul mathématique extrêmement compliqué, que les mineurs doivent résoudre, etc. etc. En soi, le calcul mathématique, il n'est pas compliqué. En fait, il est compliqué parce qu'on cherche une valeur qui est aléatoire, entre guillemets, mais en soi, le calcul mathématique, c'est quelque chose, c'est des plus, c'est des moins, c'est des additions, enfin, il n'y a rien de farfelu, je veux dire, c'est pas sorti de son chapeau. Mais par contre, la façon dont on va devoir travailler, donc dont les mineurs vont devoir travailler pour y arriver, en fait, ils vont le faire par essai-erreur. C'est ce qu'on appelle la brute force, c'est-à-dire qu'on essaye, on a une inconnue, X, on va essayer la valeur 1. Ça marche pas, est-ce qu'on obtient la bonne valeur? Ça marche pas, on essaye 2, 3, 4, etc. etc. Et c'est par essai-erreur. Et en fait, c'est le premier mineur qui va trouver la solution à cette équation, qui va être donc tiré au sort et qui va avoir donc la possibilité donc de valider le bloc, valider les transactions, l'ajouter à la blockchain et ainsi empocher donc sur Bitcoin la récompense donc des 6,25 BTC. Ouais, c'est ce que j'expliquais, donc crypté. Et effectivement, lorsque le mineur va valider, donc inscrire son bloc dans la blockchain, il va empocher donc la récompense de bloc, 6,25 BTC sur Bitcoin, mais également il va empocher les frais de transaction qui sont dans ce bloc. C'est-à-dire qu'effectivement, si un mineur valide un bloc qui contient énormément de transactions, bah, il va effectivement toucher un peu plus de Bitcoin que si le bloc qu'on ajoute contenait par exemple 2 transactions. Et lorsque ce bloc est ajouté à la blockchain, validé, etc., etc., on recommence depuis le début, donc c'est-à-dire qu'on a un nouveau bloc, on réinscrit de nouvelles transactions, on doit retrouver ce calcul mathématique, la solution à ce calcul mathématique, et de nouveau, c'est une grande loterie, un nouveau tirage au sort. Et le point très intéressant, c'est que l'ensemble de ces mineurs, par défaut, sont mis en compétition les uns avec les autres. C'est-à-dire que si moi j'ai une machine qui mine du Bitcoin, par exemple, et monsieur a une machine, on a exactement les mêmes machines, etc., on peut dire que la compétition, c'est 1 pour 1. Ça veut dire qu'une chance, enfin la répartition veut qu'une fois, ce soit moi qui valide le bloc, la fois suivante, ce soit monsieur. Par contre, on comprend tout de suite que plus on va avoir de puissance de calcul, donc notamment pour faire ce calcul par brute force, donc tester un maximum de possibilités, plus on a de puissance de calcul, plus on a de chances de trouver cette solution avant les autres. Si maintenant j'ai 10 machines et monsieur en a toujours une, j'ai potentiellement 10 fois plus de chances de valider des blocs. Et donc proportionnellement, ça veut dire que moi, d'une certaine façon, je vais valider 10 blocs, quand monsieur, lui, n'en validera qu'un seul. Donc on a vraiment un mécanisme qui a été pensé et conçu pour mettre l'intégralité des mineurs en compétition les uns avec les autres. Et surtout, le système se veut favorable aux mineurs qui jouent selon les règles du jeu. C'est-à-dire que si vous êtes un mineur qui tente de tricher, pas d'usurper, mais donc de contourner les règles et qui tente justement de contourner le système pour tenter d'empocher la récompense, et bien en fait vous allez être perdant puisque le système va automatiquement vous exclure. Et donc en fait c'est ça qui est génial avec la blockchain et avec Bitcoin. Vous avez beaucoup plus, en tant que mineur, hein, bien entendu, vous avez beaucoup plus intérêt à jouer selon les règles, vous gagnerez beaucoup plus d'argent
que si vous vous dites je vais essayer de filouter, de voler un petit peu quelques blocs au passage et ainsi empocher par exemple 3-4 récompenses parce que vous allez vous faire sortir automatiquement du système puisque le réseau Bitcoin est un des réseaux qui est quasiment les plus surveillés au monde. Il y en a vraiment un travail très très important des nodes validateurs sur Bitcoin qui vont justement vérifier que tout le monde, en tout cas tous les mineurs, jouent selon les règles. Alors, un petit point notamment sur les origines sur Bitcoin. Donc, si vous avez assisté aux conférences qui ont été données aujourd'hui, notamment quand on vous parle notamment de ces installations de minage, on vous parle très 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 souvent de ces machines, ces ASIC spécifiques au minage de Bitcoin. Il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Donc, lorsque le Bitcoin a été créé en 2009 par Satoshi Nakamoto, il faisait fonctionner la blockchain Bitcoin avec son simple ordinateur. C'est-à-dire que dans un ordinateur, vous avez notamment un processeur qui va pouvoir justement réaliser des calculs mathématiques. Et donc en fait, le réseau Bitcoin à l'époque était sécurisé simplement par Satoshi lui-même. Et donc un simple PC, donc on n'avait pas besoin, parce que forcément il était tout seul, donc il n'y avait pas cet aspect compétition entre les mineurs dont on vient juste de parler. Et donc il y avait possibilité de faire fonctionner le Bitcoin avec un simple PC, avec ce PC portable ça aurait été possible. Et toutes les 10 minutes, parce que sur Bitcoin on a un bloc toutes les 10 minutes, vous obtenez, alors à l'époque, avant les halvings, c'était 50 BTC toutes les 10 minutes. Donc avec un simple ordinateur comme celui-là, à l'époque, vous pouviez faire 50 BTC toutes les 10 minutes. Sauf que forcément, ouais. Ça, c'est une excellente question. En fait, le problème, c'est qu'il faudrait poser la question à Satoshi lui-même. ce serait parfait. Mais en fait, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas si de lui-même, en tout cas quand il a créé vraiment et qu'il a eu l'idée d'origine sur Bitcoin, s'il avait imaginé que ça prendrait une telle ampleur. Je parle au niveau du minage, hein, donc je parle vraiment. Je pense pas que Satoshi avait imaginé que le minage allait se professionnaliser comme on l'a maintenant. Hein. Tout à l'heure, on parlait avec Sébastien Gouspiou, on est vraiment avec des installations de minage un peu partout sur la planète, etc., etc. Je pense pas que, je pense que la vision de base qui était idéale, c'est que n'importe qui aurait pu miner du Bitcoin avec son simple ordinateur, et ça aurait permis justement d'avoir la décentralisation la plus massive et la plus optimale qui aurait pu exister. Le problème, c'est que comme on le disait, comme les mineurs sont mis en compétition et celui qui a le plus de puissance gagne le plus d'argent, mais l'humain, l'homme de manière générale, est ce qu'il est. Et si, parce que j'ai un peu plus d'argent, je peux avoir un peu plus de machines que toi, mais gagner beaucoup plus d'argent grâce à mon minage, je ne vais pas me priver d'acheter des machines supplémentaires pour en profiter. Donc, ça aurait été une excellente question à poser à Satoshi. Mais en tout cas, s'il est là, je veux bien le rencontrer aussi. Et donc, ça rebondit exactement sur ce que tu disais. Donc, en fait, au début, on le faisait avec un simple ordinateur. On le disait, l'humain est ce qu'il est. Et on a vraiment eu de plus en plus de personnes qui se sont, à cette époque, intéressées au minage de Bitcoin, qui ont voulu participer. Et donc, à un moment donné, les ordinateurs, les simples ordinateurs, étaient mis en compétition les uns avec les autres. Sauf qu'un processeur, ça peut vous faire des milliers de calculs à la seconde, mais ça a quand même une limite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le processeur, vous êtes au maximum de ses capacités. Et donc, on a cherché une alternative. Et dans un ordinateur, qu'est-ce qui est spécialement pensé et conçu pour faire du calcul notamment? Eh bien, ce sont les GPU. Donc, c'est ce qu'on appelle les cartes graphiques. Donc, c'est dans votre ordinateur, si vous êtes un gamer, vous avez une carte graphique qui permet justement d'afficher votre jeu, les graphismes, etc., etc. Et donc, les mineurs se sont tournés vers les cartes graphiques qui étaient des milliers de fois plus puissantes qu'un simple processeur. Sauf qu'encore une fois, l'humain étant cupide et voulant toujours aller plus loin, on s'est rendu compte que les cartes graphiques, c'est génial, mais à un moment donné, encore une fois, on arrive à un maximum, on arrive vraiment à une limite. Et donc, on a construit ce qu'on appelle les ASIC. Alors, un ASIC, c'est quoi en fait? C'est simplement une machine qui a été pensée et conçue pour une seule et unique chose, miner du Bitcoin. C'est-à-dire que là, on n'est plus, enfin, ça reste du matériel informatique, mais on n'est plus sur du matériel, entre guillemets, grand public que l'on retrouve dans n'importe quel magasin ou dans son salon. Hein. On est vraiment sur des machines qui ont été pensées et conçues pour le minage. Et maintenant, les mineurs se font la guerre avec les ASIC, avec notamment soit les ASIC de nouvelle génération, soit sur la quantité d'ASIC. Encore une fois, plus vous avez de matériel, plus vous avez de puissance de hachage, et donc plus vous avez de chances de trouver la solution à cette fameuse équation et donc d'empocher la récompense. Et le fait est que cette course à l'armement qui s'est opérée malgré lui sur Bitcoin fait qu'au jour d'aujourd'hui, Bitcoin est un des réseaux les plus sécurisés au monde. Qu'on le veuille ou non, il y a tellement de machines réparties sur l'intégralité de la planète qui sont justement en compétition les unes avec les autres, qu'en fait, Bitcoin est devenu ce qu'on appelle dans le milieu un too big to fail.
C'est-à-dire que vouloir attaquer le réseau Bitcoin aujourd'hui, c'est impossible. Parce que ça vous coûterait tellement d'argent pour, premièrement, mettre la main sur le matériel, ça vous coûterait tellement d'électricité qu'en fait, ce serait absolument pas rentable. Puisque à partir du moment où vous arriviez même à prendre le contrôle sur le réseau, on se met dans un cas catastrophique, vous arriviez à détenir plus de 51% de la puissance de calcul. Et donc, dans un sens, c'est vous qui faites un peu la loi sur le réseau Bitcoin. Comme je vous le disais, le réseau est hyper surveillé de partout. Le jour où ça arrive, tout le monde dit Bitcoin, il n'a plus aucun intérêt parce qu'il vient d'être contourné et son prix tombe à zéro. Et donc, vous êtes devenu le roi d'un projet qui ne vaut plus rien. Et donc, Bitcoin, si on voulait vraiment l'arrêter, c'était quand il était jeune, 2009, 2010, 2011. Dès 2012, dès 2013, c'était déjà très dur de l'arrêter. Et à l'heure actuelle, c'est même plus pensable, en fait. Voilà, il est là pour durer. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est prévu pour être là et il continuera d'être là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, je vous ai dit, on parlait d'un calcul mathématique qui est plus ou moins complexe, etc., etc. En fait, ce calcul mathématique, il ne sort pas du chapeau. Ce n'est pas un gars qui a dit on va faire une somme comme ça. En fait, ça repose sur ce qu'on appelle un algorithme de minage. Et un algorithme de minage sur Bitcoin, c'est le fameux SHA-256, qui est un processus cryptographique qui est connu, qui est éprouvé depuis de très nombreuses années. Donc, le SHA-256 n'est pas apparu avec Bitcoin, il était là déjà avant. Bitcoin s'en sert notamment pour son algorithme. Et il faut savoir que des algorithmes de minage, il y en a des tonnes. C'est-à-dire que Bitcoin, par exemple, c'est le SHA-256. Vous prenez Ethereum, la deuxième, qui pour le moment est toujours en Proof of Work. Ethereum, c'est de l'Etherhash, le Dagger Hashimoto, qu'on appelle très souvent Etherhash. C'est un autre algorithme de minage, donc c'est une autre façon, entre guillemets, de faire ce fameux calcul. Le principe est le même, exactement, c'est une compétition entre les mineurs, etc., etc. Mais les différentes crypto-monnaies ont différents algorithmes. Et donc, comme je vous le disais, en moyenne, sur Bitcoin, on a un bloc toutes les 10 minutes. Sur Ethereum, c'est un bloc toutes les 13 secondes. Donc, le fait de choisir un bloc toutes les 10 minutes, un bloc toutes les 13 secondes, etc., etc., c'est défini dans le code source de la crypto-monnaie, du protocole. Je veux dire, vous pouvez vous-même, en tout cas quand vous créez votre crypto-monnaie, vous pouvez décider de faire un bloc toutes les minutes, toutes les 2 heures, ça n'aurait pas d'intérêt, mais vous pouvez vraiment décider. Donc voilà, sur Bitcoin, on avait décidé que c'était toutes les 10 minutes. Sur Ethereum, ils sont aux alentours des 13 secondes. Donc, oui. Repose la question parce que sinon c'est pas enregistré. Pardon. Juste une petite précision au niveau du SHA-256, c'est l'algorithme de chiffrement ou c'est celui du minage? Alors c'est l'ensemble? C'est l'ensemble, okay. C'est les deux en fait. Il est utilisé dans les deux cas sur Bitcoin. Je sais que pour d'autres projets, par exemple, ils utilisent deux algorithmes différents. Parce qu'ils ont d'autres processus. Je crois que, par exemple, je ne suis pas certain, mais je crois que c'est le cas sur Monero, par exemple, qui se veut en plus conserver un côté anonyme. Et donc, eux, au niveau de leur chiffrement, et donc vraiment au niveau des transactions et autres, ils ont un algorithme de minage qui est le Kryptonite, je ne sais plus quoi, parce qu'ils ont forqué un nombre incalculable de fois, donc ils l'ont changé très souvent. Et leur processus cryptographique pour garantir l'anonymat de leurs transactions est différent. Donc, c'est deux choses qui sont différentes dans certains projets et qui sont semblables dans d'autres. Ok, merci. Donc c'est ce que je disais, donc il existe des centaines d'algorithmes de minage différents. C'est vrai qu'on parle toujours de Bitcoin et d'Ethereum, mais donc dans d'autres crypto-monnaies qui fonctionnent bien entendu en Proof of Work, on a d'autres algorithmes de minage. Et certains de ces algorithmes ont volonté à favoriser certaines machines, certains composants plus que d'autres. Donc typiquement, vous voulez miner du Bitcoin, vous allez le miner avec un ASIC, ce fameux ASIC qu'on achète. Vous voulez miner du Monero, vous n'allez pas le miner avec un ASIC, puisque Monero se veut par exemple ASIC résistant, donc il ne veut pas avoir d'ASIC sur son réseau. Et donc Monero, vous allez pouvoir que le miner avec des processeurs. Vous avez des crypto-monnaies, comme je te reprends juste après, vous avez d'autres crypto-monnaies par exemple qui veulent être ASIC résistants mais qui vont favoriser que les GPU, donc les cartes graphiques. Donc c'est vraiment un choix de la part des développeurs. Vous pouvez avoir des projets, par exemple, on avait le projet Zcash qui reposait sur un algorithme qui s'appelait Leakyhash, qui était un algorithme qui était miné par des GPU. Ensuite, il y a des sociétés, alors je ne sais plus si c'est Bitmain ou InnoSilicon, qui ont développé des ASIC pour cet algorithme de minage-là. Et la team de chez Zcash a par exemple dit, nous, ça nous est égal que l'on ait des ASIC sur notre réseau. Et donc, eux ont conservé leur algorithme qui est maintenant, entre guillemets, aux mains des ASIC. Donc, si vous voulez demain miner du Zcash, vous ne pouvez plus le faire avec une carte graphique, vous devez obligatoirement avoir un ASIC pour ça. Par contre, je reprends l'exemple du Monero. Monero fonctionnait en Kryptonite à la base.
on a annoncé le développement d'ASIC sur son réseau. Monero n'en voulait absolument pas. Monero part du principe que les ASIC, c'est destiné aux fermes de minage, et donc les petites personnes ne peuvent pas se permettre d'avoir des ASIC chez eux. Et donc, pour garder un réseau, selon Monero, bien entendu, le plus décentralisé possible, il fallait faire que du minage au processeur. Et donc, Monero passait son temps à changer son algorithme de minage pour empêcher l'arrivée d'ASIC sur son réseau. Et en fait, les créateurs d'ASIC ont fini par laisser tomber en se disant « Ok, de toute façon, Monero passe son temps à changer et donc on ne pourra jamais développer une machine spécifique pour lui. » Et donc maintenant, voilà, c'est ce qui fait que Monero, à l'heure actuelle, ne peut être miné que par des processeurs. Il faudrait le micro pour monsieur. Bonjour. Moi, je me posais la question, est-ce que si un jour il y a besoin de changer cet algorithme de hachage, oui. Est-ce que c'est possible? Alors, sur Bitcoin, j'imagine. Oui. Alors, possible, oui, on peut toujours. Maintenant, il n'y a aucune volonté de la part des personnes qui utilisent Bitcoin de le changer. En fait, l'algorithme SHA-256 donne à Bitcoin entière satisfaction. Il n'a jamais posé de problème particulier. Et donc, il n'y a aucune volonté de le changer. Le faire, on peut le faire. Hein, on peut changer d'algorithme sans problème. Mais par contre, il faut avoir la volonté de le faire. Et c'est absolument pas dans la volonté ni des personnes qui travaillent sur Bitcoin, ni des personnes qui l'utilisent de changer cet algorithme-là. D'accord. Alors ça, c'est un autre débat qu'on pourra avoir après. Si tu veux, on en parle après avec grand plaisir. Mais rapidement, en tout cas pour les ordinateurs quantiques notamment, les ordinateurs quantiques ont... Alors, je ne suis pas expert là-dedans, hein, donc je parle de les maigres connaissances que j'ai dans le milieu, mais je sais que les ordinateurs quantiques ont une façon très spéciale de faire des calculs. Et en fait, l'algorithme de minage SHA-256 n'est pas du tout le principe de fonctionnement des ordinateurs quantiques. Donc, il faudrait réécrire totalement le principe même de l'ordinateur quantique qu'on voudrait utiliser pour le rendre en fait compatible avec le calcul SHA-256. Encore une fois, si on le voulait vraiment, je pense que potentiellement les gars qui développent les ordinateurs quantiques pourraient le faire. Par contre, comme c'est pas du tout leur volonté à l'heure actuelle, puisque c'est déjà très très compliqué de faire fonctionner un ordinateur quantique, pour le moment, les ordinateurs quantiques ne sont pas du tout une menace pour l'algorithme de hachage de Bitcoin. Ouais, donc au final c'est exactement ce que je vous expliquais parce qu'on a un peu tergiversé, mais c'est pas grave. Donc je vous disais, donc Bitcoin c'est le SHA-256, Litecoin et Doge c'est le script qui est une variante, Ethereum je vous disais que c'était Etherhash, et on peut avoir plusieurs crypto-monnaies qui reposent sur un même algorithme. Donc voilà, je vous disais par exemple Bitcoin c'est le SHA-256, mais le SHA-256 il est utilisé par plein d'autres crypto-monnaies, encore une fois qui fonctionnent en proof of work, pour la sécurisation de leur réseau. Pareil pour Ethereum, on parle de l'Etherhash. Ethereum classique, il utilise une variante de Etherhash. Litecoin et Dogecoin sont deux crypto-monnaies qui sont totalement différentes, mais qui pourtant utilisent le même algorithme de minage qui est le script. Alors, je vous ai parlé rapidement d'un point, c'était la difficulté de minage, que je vous ai introduit juste avant. On reprend notre exemple. Si moi j'ai une machine, monsieur a une machine, et on se dit, tiens, on est sur Bitcoin, on voudrait que notre temps de bloc soit de 10 minutes. Et ça tombe bien, avec nos deux machines, pile poil, le calcul prend 10 minutes, c'est génial, on a besoin de rien faire. Le problème, c'est que si moi, j'achète 10 machines supplémentaires, je vais avoir beaucoup plus de puissance de calcul. Et donc, mes machines, elles vont pouvoir calculer beaucoup plus d'opérations que si on avait eu que nos deux machines sur le réseau. Le problème, c'est que si on fait ça, la solution à l'équation, on va la trouver plus rapidement. Et donc c'est embêtant parce que sur Bitcoin, notamment, on veut maintenir un temps de bloc qui tourne aux alentours des 10 minutes. Hein. C'est pas 10 minutes fixes, des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins. Et donc en fait, on a un mécanisme qui s'appelle la difficulté de minage, qui a pour but de rendre plus ou moins complexe, donc elle s'adapte constamment, donc la difficulté de minage peut augmenter comme diminuer, pour justement maintenir un temps de bloc moyen de 10 minutes sur Bitcoin. Et sur BTC, c'est tous les 2016 blocs que l'on refait ce calcul de difficulté. C'est pour ça que par exemple, des fois, vous pourrez regarder des blocs sur Bitcoin qui vont être minés entre guillemets en 14 ou 15 minutes, ou des fois, vous allez avoir deux blocs qui vont s'enchaîner en 8 minutes. C'est tout simplement parce que voilà, c'est une moyenne. On veut qu'en moyenne, on ait sur les 2016 blocs une moyenne de 10 minutes
par bloc pour la blockchain. Et c'est exactement pareil sur les autres crypto-monnaies. On pense bien que sur Ethereum, quand vous avez un bloc toutes les 13 secondes, ça évolue très très rapidement. Et notamment, la difficulté sur Ethereum va évoluer beaucoup plus rapidement, parce qu'on pense bien que si on devait laisser toujours un nombre de blocs fixe, notre difficulté, elle va vraiment évoluer en dents de scie. Et donc on a vraiment un intérêt. Comme on veut garder un temps de bloc moyen constant sur nos différentes crypto-monnaies, on a vraiment cette difficulté qui s'adapte en fonction du nombre de mineurs qui vont être présents sur notre réseau. Pour le moment, on voit que sur le réseau Bitcoin, il y a de plus en plus de mineurs, à part quand on a eu le gros crash. Et donc cette difficulté de minage, elle augmente de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de machines sur le réseau, et on veut toujours maintenir ce temps de bloc aux alentours des 10 minutes. Et donc c'est lié à la puissance de minage sur le réseau. Plus vous fournissez de puissance sur le réseau, donc plus vous avez de chances de trouver rapidement l'équation, la solution à l'équation, plus forcément cette difficulté augmente pour vous complexifier la chose. Et si par contre demain la moitié, prenons un cas de figure exceptionnel, mais demain la moitié des mineurs de la planète Bitcoin décident de débrancher leur machine, eh bien au bout de 2016 blocs, la difficulté va s'adapter pour de nouveau maintenir ce fameux temps de bloc aux alentours des 10 minutes, en tout cas sur BTC. Et donc c'est exactement ce que je vous ai dit, plus la difficulté augmente, plus le calcul à résoudre par la mineure devient complexe et demande plus ou moins de temps. C'est ce que je vous disais également, donc tout ça je vous l'ai dit. Et alors oui, le mécanisme d'adaptation est propre à chaque algorithme et chaque crypto-monnaie. Comme je vous le disais, sur Bitcoin, c'est tous les 2016 blocs. Sur Ethereum, je ne l'ai plus en tête, mais c'est pas la même chose, donc c'est pas fixe. Je veux dire, Bitcoin a dit que ce serait tous les 2016 blocs. Pour d'autres crypto-monnaies, ça peut être plus, pour d'autres, ça peut être moins, etc., etc. Alors, ça va me permettre justement de faire un point, notamment sur le matériel de minage. Donc je vous ai dit, quand on parle de Proof of Work, c'est une grande famille. On a plusieurs catégories. Avec d'un côté, on en parlait, les ASIC, avec notamment des fabricants comme Antminer, Goldshell, etc., qui sont vraiment des fabricants de ces machines pensées et conçues pour le minage de Bitcoin, de crypto-monnaie. Et d'un autre côté, on va distinguer ce qu'on va appeler les ordinateurs ou, lorsqu'on se professionnalise un petit peu, les rigs de minage. Donc un rig de minage, c'est quoi? C'est une machine sur laquelle on va tenter d'obtenir un maximum de puissance de calcul. Je vous disais, la puissance de calcul sur les ordinateurs, elle vient principalement des cartes graphiques. Et donc ce sont des machines qui vont contenir un grand nombre de cartes graphiques pour essayer d'avoir un maximum justement de puissance. Alors, il y a une petite particularité. Pourquoi est-ce que l'un plutôt qu'un autre? Il y a une très grosse particularité, c'est tout simplement que les ASIC ne vont fonctionner que sur un seul et unique algorithme. C'est-à-dire que demain, vous achetez un ASIC Bitcoin, donc un ASIC pour le SHA 256, vous ne pouvez miner que du SHA 256. C'est-à-dire que votre ASIC Bitcoin, le lendemain, vous dites tiens, j'aimerais bien miner de l'Ether avec, ça ne fonctionne pas. Vous êtes bloqué sur le SHA 256, vous pouvez miner du Bitcoin. Les alternatives, vous pouvez miner du Bitcoin Cash, du Bitcoin SV, ce serait un peu fou de faire ça, mais vous pouvez. Vous avez la possibilité de le faire. Mais voilà, vous êtes bloqué sur l'algorithme, on ne peut pas le changer. Donc c'est quelque chose de très important à le faire. C'est notamment pour ça que énormément de mineurs qui vont miner à l'ASIC vont miner sur du Bitcoin, parce que Bitcoin, c'est la crypto-monnaie numéro 1, c'est le leader du marché. Et lorsque vous êtes coincé sur une seule et même crypto-monnaie, vous avez plutôt tendance à prendre le haut du panier plutôt que la crypto-monnaie du top 2000 qui a peut-être un jour une chance de percer. Alors par contre, les rigs de minage et les ordinateurs, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur une machine pensée et conçue spécifiquement pour faire du minage de crypto-monnaie, donc on s'adapte. Par contre, le gros avantage, c'est que c'est un peu le 4x4 du minage. C'est-à-dire que demain, je mine de l'Ethereum, c'est de l'ETH, je peux. Après-demain, j'ai envie de miner une autre crypto-monnaie, par exemple, du Ravencoin. Ravencoin, crypto-monnaie qui fonctionne en Proof of Work, c'est Kaopo ou son algorithme. Vous pouvez sans problème passer d'Ethereum à Kaopo. Ça vous prend, 2 minutes de passer de l'une à l'autre, mais vous avez cette polyvalence qui est apportée par le rig de minage, que vous n'avez pas sur l'ASIC. Mais l'ASIC a d'autres avantages. Et un point qui est très important, il y a beaucoup de personnes qui me demandent « Ouais, mais ok, ton rig de minage, il peut miner un peu n'importe quoi. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas miner du Bitcoin avec ?» Alors si, avec un rig de minage, avec un ordinateur, vous pouvez miner du Bitcoin. La seule différence, c'est que comme vous allez avoir une machine qui n'est pas pensue et conçue spécialement pour miner du Bitcoin, vous allez vous retrouver face à une machine de guerre énorme, vous allez arriver la fleur au fusil, et donc vous allez avoir une puissance de minage qui va être ridicule, et donc vos chances de remporter la récompense sont vraiment nulles, elles tendent vers zéro. Et donc c'est pour ça que généralement, à partir du moment où des ASIC sont développés sur un algorithme de minage, eh bien, les mineurs GPU, les mineurs cartes graphiques ou processeurs, ne vont pas aller sur ce type de minage. Donc c'est pas qu'ils ne peuvent pas,
C'est juste que c'est absolument pas rentable pour eux de se rendre là-dessus. Et si je reprends l'exemple du Zcash, Zcash était miné avec donc des GPU. Le jour où les ASIC sont apparus, les mineurs GPU pouvaient continuer à miner dessus. Et le problème, c'est que vous aviez je sais pas moi, c'est comme si vous aviez un tout petit pistolet et que vous êtes face à une énorme armée. Vous pouvez pas gagner. C'est exactement ça. Donc les mineurs ASIC ont, on va dire, leur terrain de chasse pour le minage. Les mineurs GPU, CPU ont leur terrain de chasse. Et puis l'un avec l'autre, chacun s'adapte. Et donc par ordre de puissance de calcul, le moins puissant, c'est comme je vous le disais, le processeur. Ensuite, on monte en gamme avec le GPU, la carte graphique. Et puis vraiment, le sommet, le maximum de puissance que l'on peut avoir, ça reste l'ASIC, puisqu'encore une fois, c'est une carte pensée et spécialement conçue pour faire du minage. Alors, un mot rapide sur les ASIC, parce que ça intéresse souvent les personnes sur un petit peu ce qui se cache derrière. L'avantage de l'ASIC également, c'est que c'est une machine clé en main. C'est-à-dire que vous achetez votre ASIC, par exemple, votre S19 Pro chez Bitmain, donc un ASIC Bitcoin. Vous allez tout simplement le connecter à Internet, vous allez lui fournir votre adresse Bitcoin sur laquelle vous souhaitez être payé, vous allez lui fournir notamment votre pool de minage, j'en parle juste après, et en fait c'est tout. Vous n'avez absolument rien d'autre à faire, vous appuyez sur Start, la machine commence à tourner, elle va elle-même faire les différentes opérations, donc il n'y a rien à programmer, c'est vraiment, moi j'appelle ça plug and mine, on la connecte à Internet, à l'électricité, on fournit deux infos, donc l'adresse sur laquelle vous voulez être payé, c'est normal, la pool de minage que vous allez choisir, et c'est tout. Le système fonctionne tout seul. Par contre, on en est au niveau des tarifs. Pour des anciens modèles, on est sur des vieilles machines 500 €. Donc là, vous n'avez pas énormément de puissance, mais ça permet quand même de se lancer. Et on va jusqu'à 55 000 € pour les plus grosses machines les plus chères. Et donc là, on comprend tout de suite que quand on a des fermes de minage avec des milliers et des milliers d'ASIC, quand les ASIC sont à 55 000 balles, on comprend bien que c'est réservé malheureusement à certaines personnes. Tout le monde ne peut pas avoir une ferme de minage chez lui. Et donc, l'avantage de l'ASIC, comme je vous disais, c'est une machine qui est pensée et conçue pour le minage. Donc, on a une très, très grosse puissance de minage sur l'algorithme en question. Et également, les ASIC ont généralement une très grosse consommation électrique. C'est-à-dire qu'avec un ASIC, généralement, vous allez tourner entre 3000 et 4000 watts par machine. Encore une fois, 3000 watts, c'est un chauffage de salle de bain, grossièrement. Donc, faire tourner un chauffage de salle de bain à la maison, c'est encore possible, c'est encore jouable. Je veux dire, on a tous un chauffage de salle de bain à la maison, mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le problème, c'est quand vous commencez à en avoir plusieurs. Alors, également en ASIC, le plus gros problème qu'il a, c'est le bruit et la chauffe. Si vous tapez sur YouTube, vous tapez Sound ASIC S19 ou autre, ça fait un bruit ignoble. C'est un sifflement aigu constant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ça chauffe énormément. Forcément, vous avez 3 ou 4 000 watts à dissiper. Il y a toujours cet effet Joule qui est créé. Donc, à un moment donné, de la chaleur qui va en dégager, vous allez en avoir. Encore une fois, vous en avez un, c'est encore jouable. Vous en avez 10, c'est clairement plus jouable dans une simple maison, une simple installation. C'est facile à installer et à organiser puisque, comme je vous le disais, comme ce sont des machines qui ont été pensées et conçues spécifiquement pour le minage, on les a conçues pour qu'elles soient rackables, notamment pour les fermes de minage. Donc c'est-à-dire que si vous avez des armoires serveurs, c'est super bien fait justement parce que ça prend pile poil la place. Donc c'est extrêmement facile de s'organiser, se ranger. J'ai une photo juste après. Ça ressemble à une grosse boîte métallique. Donc c'est très facile à organiser. Là où un rig de minage, ça peut être beaucoup plus folklorique. On va le voir avec les images. Alors, le problème également, c'est que tout ce matériel-là, il provient quasiment exclusivement d'Asie. Alors, j'ai absolument rien contre les pays asiatiques. Le problème, c'est que généralement, le tarif qui est annoncé sur la page du vendeur, c'est pas le tarif que vous allez payer. C'est-à-dire que si vous voyez un ASIC à 10 000 €, vous dites, OK, ça coûte 10 000 balles. Sauf que non. En fait, c'est 10 000 € sur le site. Ensuite, vous avez la TVA, la douane. Si ça se passe mal, vous avez même l'importation, etc., etc. Et alors aussi, il faut penser à tout le SAV. Encore une fois, lorsque l'on traite avec un SAV asiatique, ça peut être border, surtout quand on parle de plusieurs milliers d'euros. Si vous achetez 50 ASIC à l'étranger, il faut effectivement se dire qu'il va falloir traiter avec un vendeur qui est sérieux. Et malheureusement, dans le milieu, on a des vendeurs qui sont hyper sérieux. Prenez Bitmain, qui est l'un des fabricants numéro 1 d'ASIC. Il n'y a aucun problème, ils font ça depuis des années. Le problème, c'est qu'on a également des plus petits acteurs sur le marché. Donc c'est intéressant parce que ça coûte moins cher. Le problème, encore une fois, c'est la garantie sur ce type de matos. Un ASIC, c'est très compliqué de le réparer soi-même. Ça reste du matériel très spécifique, donc même un informaticien bien calé ne peut pas tout réparer là-dessus. Et également, comme je vous le disais, les ASIC qui sont principalement utilisés par les fermes de minage. Donc, c'est-à-dire que si demain vous vouliez installer un ASIC chez vous, vous pouvez, mais vous allez être automatiquement en compétition avec les plus grosses fermes de minage au monde qui sont installées dans des pays où l'électricité ne coûte absolument rien. Et Dieu sait que pour le moment, l'électricité en Europe, c'est un sujet extrêmement sensible. Donc oui, si vous décidez de vous lancer dans le monde de l'ASIC, vous devez savoir que vous allez être en compétition avec ce qui se fait de plus gros sur la planète.
Voilà, ici c'est une photo d'un ASIC, donc un Antminer de chez Bitmain. Donc je vous disais, c'est une grosse armoire. Ce qu'on voit sur le côté, là, le genre de protubérance sur le côté, en fait, c'est tout simplement son alimentation. Donc en fait, vous voyez, ça ressemble pas à grand chose, ça paye pas de mine, mais par contre, c'est extrêmement efficace. Et justement, pour les installer dans les fermes de minage, comme c'est bien carré, bien mis, on peut facilement les empiler, les mettre les uns à côté des autres. Donc ça a pas mal d'avantages. Je fais rapidement un petit point sur les rigs de minage, même si on a une convention sur le Bitcoin, parce que voilà, ça a quand même un point intéressant. Donc un rig de minage, je vous disais, c'est du matériel informatique que l'on retrouve dans un simple ordinateur. L'inconvénient, c'est que vous allez devoir le construire vous-même. C'est-à-dire que oui, maintenant, on commence à avoir des sociétés qui vont vous vendre des rigs de minage clés en main, mais jusqu'à encore pas si longtemps que ça, en fait, vous achetiez les composants chez Darty, chez Boulanger, etc., et vous le montiez vous-même. C'était vraiment du homemade. L'avantage, c'est le tarif. On est également sur un tarif qui est plus faible, c'est-à-dire que ça commence à 500 €. Et plus vous allez mettre de différentes pièces, plus ça va vous coûter cher. Donc vous pouvez commencer effectivement avec 500 €. Vous pouvez monter une pièce supplémentaire, 2 pièces supplémentaires, 3 pièces supplémentaires. Donc les pièces supplémentaires, c'est les cartes graphiques. Et forcément, plus vous mettez de cartes graphiques, plus ça vous coûte cher, plus également ça va consommer d'énergie. Un rig de minage avec 2 GPU, ça va vous faire 500, 600 watts, c'est pas la mort. Vous commencez à en mettre 16 ou 18. Là, on va directement être de nouveau sur du 3000 watts bien fait. Et donc là, on retombe, entre guillemets, dans les mêmes travers que les ASIC, c'est-à-dire que ça va être un gros consommateur d'électricité. On a moins de puissance de calcul, c'est ce que je vous disais. Par contre, vous avez la polyvalence. Donc voilà, ici, on a un gros problème. Enfin, pour ceux qui sont mineurs sur Ethereum, si vous êtes en train de miner sur Ethereum avec un ASIC, vous êtes hyper embêté, parce qu'il y a des ASIC sur Ethereum, vous êtes hyper embêté parce que vous allez devoir soit vous tourner vers un des forks sur Ethereum, soit sur Ethereum classique. Si vous êtes en GPU, en minage, donc rig de minage, vous pouvez aller absolument sur ce que vous voulez. Donc, encore une fois, là, on revient sur la polyvalence. Ceux qui vont probablement s'en sortir le mieux dans les mineurs, sur Ethereum avec le fork qui arrive, enfin le merge, pardon, ce sera les mineurs GPU. La consommation électrique va dépendre de la quantité de cartes. C'est ce que je disais, plus vous mettez de cartes, plus ça va vous consommer d'électricité. Et vous avez un bruit et une chauffe qui sont modérés. Typiquement, un petit rig de 6 cartes graphiques, vous pouvez le mettre dans votre salon à côté de votre télévision. Honnêtement, à part monter d'un ou deux crans le volume, ça ne va pas vous poser problème. Je connais des gens qui en installent notamment dans leur cuisine comme chauffage d'appoint, qui utilisent justement ces rigs de minage qui vont produire justement des crypto-monnaies et de la chaleur. Ils les utilisent comme un système d'appoint parce que ça ne fait pas énormément de bruit, ça ne consomme pas énormément, et donc ça peut vraiment s'installer un peu n'importe où. Ah ben, exactement. Mais c'est un point que je n'avais pas mis dans la présentation mais qu'on abordera à la fin, c'est-à-dire voilà, avec le prix de l'électricité qui n'arrête pas d'augmenter, il y a beaucoup de mineurs qui sont déjà lancés. Je ne vous parle pas d'acheter du matériel maintenant. Les mineurs qui sont déjà lancés, qui vont couper leur chauffage cet hiver et qui vont miner. Parce que vous allez me dire, oui, mais ça consomme à mort. Oui, mais votre chauffage aussi, il va vous consommer. Enfin, si vous chauffez à l'électrique, bien entendu, ça va vous consommer également à mort. Sauf qu'avec une installation de minage, ça va au moins vous rapporter un petit peu de crypto-monnaie, là où votre chauffage ne fait que vous consommer de l'électricité. Mais on en rediscutera après si vous voulez. Donc comme je disais, plus compliqué à installer parce que vous allez voir en fonction de la forme, etc. Donc on n'est pas sur une belle boîte bien carrée, bien que ce soit possible. On est vraiment sur du fait maison. C'est du matériel d'ordinateur, c'est disponible partout, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez commander ça sur Amazon, LDLC, chez Boulanger, chez Darty. Bref, c'est du matériel, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est ce que vous avez dans un ordinateur, un PC, pas un PC portable, mais un PC, votre tour à la maison. Et vous êtes moins en compétition avec le reste du monde parce que les fermes de GPU, il y en a, mais il y en a beaucoup moins que des fermes d'ASIC. Donc là, on se fait plus la compétition entre plus petits joueurs. Il y a toujours une grosse compétition, mais ça se fait entre plus petits joueurs. Et donc voilà, ça c'est typiquement un rig de minage. Donc qu'est-ce qu'on a au-dessus, où on voit les ventilateurs, donc ce sont les cartes graphiques. Donc c'est ce qu'on retrouve dans un simple PC. On a une carte mère, des alimentations, etc. Mais par contre là, vous voyez, c'est nettement moins sexy que l'ASIC. Et donc ça, quand il s'agit de commencer à les empiler, bien les organiser, etc., c'est quand même un peu plus problématique. On a maintenant des marques qui commencent à vous sortir des boîtiers serveurs, etc. On avance. C'est pas parfait, mais on avance. Alors, je vous ai parlé aussi également des pools de minage. Qu'est-ce que c'est un pool de minage pour ceux qui ne savent pas? Donc, c'est tout simplement une plateforme qui va permettre aux mineurs de mutualiser leur puissance de calcul. C'est-à-dire que, comme je disais, actuellement, il y a tellement de mineurs répartis sur toute la planète que vouloir miner tout seul dans son coin, c'est impossible. Parce que vos chances de trouver la solution à l'équation sur de grosses crypto-monnaies sont quasiment nulles, parce que la compétition entre mineurs est beaucoup trop féroce. Si par contre vous décidez d'aller miner une petite crypto-monnaie où on est 5 sur la planète à la miner, là vous avez des chances. Mais quand on est déjà des milliers de mineurs, on ne peut plus miner tout seul dans son coin. Et donc, pour pouvoir justement essayer de toucher des récompenses, et participer. C'est le cas aussi des plus grosses fermes de minage. Les plus grosses fermes de minage au monde passent par des pôles de minage. Elles vont tout simplement mettre leur puissance en commun. Donc c'est comme si on avait tous des machines de minage, on va tous s'associer, on va tous miner ensemble.
sur une seule et même adresse. Et en fait, lorsque des récompenses vont être obtenues, donc lorsqu'on va valider des blocs et toucher des récompenses, on va repartager cette récompense entre les mineurs de manière proportionnelle. C'est-à-dire que si moi j'apporte 50% de la puissance du réseau, c'est moi qui empoche 50% des transactions, enfin des récompenses. Et au contraire, celui qui va amener même 0,001, ben, tout seul, il aurait obtenu 0. Et bien là, grâce aux poules de minage, il va quand même obtenir un petit quelque chose. Et les poules de minage sont là vraiment pour les petits mineurs. C'est-à-dire que demain, vous avez même un ASIC Bitcoin tout seul dans votre coin, c'est 0 € que vous allez faire. Dans un pool de minage, vous allez participer au réseau d'une certaine façon et vous allez obtenir une fraction, une infime fraction de BTC, mais vous allez quand même obtenir quelque chose. Et pourquoi est-ce que les grosses fermes de minage font ça? C'est tout simplement pour lisser leurs gains sur le long terme. C'est-à-dire que toucher un bloc BTC tous les 4 jours, c'est sympa, mais c'est quand même pas optimal. Et bien, les grosses fermes de minage vont préférer toucher un peu moins, mais en participant à des fermes de minage, et toucher par exemple toutes les 2 heures, plutôt que se dire peut-être que tous les 4 ou 5 jours, j'ai potentiellement la possibilité d'avoir la solution de l'équation et donc de toucher la récompense. Et donc c'est ce que je disais, lorsque le bloc est trouvé, la récompense est partagée de manière proportionnelle entre les différentes personnes qui participent au pool de minage. De nos jours, tout le monde, sur toutes les blockchains, fonctionne grâce au pool de minage. C'est quasiment impossible de faire ce qu'on appelle du solo mining, donc c'est-à-dire miner solo, hormis sur une toute petite crypto-monnaie. Mais donc là, l'intérêt de miner cette crypto-monnaie-là est totalement relatif. Et ça permet, c'est ce que j'expliquais également, d'avoir des revenus constants. C'est-à-dire que, comme je vous disais, tout seul, vous avez X chances sur X milliers de toucher la récompense. De cette façon-là, comme on représente une plus grosse entité ensemble, eh bien, ça permet vraiment d'avoir des récompenses plus souvent, qui vont être plus faibles, mais plus souvent. Et notamment lorsque vous voulez commencer à faire des bilans sur le long terme, en se disant, OK, sur ce mois-là, j'ai gagné autant, j'ai dépensé autant d'électricité, mais vous comprenez que ça a un très très gros intérêt de lisser justement vos gains, plutôt que de temps en temps en avoir un, puis cette fois-là, on a eu de la chance, j'en ai trouvé 3 d'un coup, et puis pendant une semaine, j'ai plus rien. Donc c'est vraiment de l'intérêt, même pour les plus gros, de rejoindre ces pools de minage. Voilà, ça c'est un exemple d'un site qui liste les pools de minage sur Bitcoin. Si c'était plus grand, ça aurait été mieux. Mais bon, donc sur Bitcoin, on voit que la plus grosse pool de minage de nos jours, c'est Foundry Digital, qui détient 21% de la puissance totale sur le réseau Bitcoin. Et elle compte, je ne sais pas si je vois le nombre de mineurs, non, sur celui-là, il n'est pas indiqué, mais sur Binance, on voit qu'il y a 500 000 mineurs sur la pool de Binance qui est classée 4e plus grosse pool sur Bitcoin. Donc ce genre de site, ça permet notamment, lorsque vous allez, si vous décidez de vous lancer dans le minage, ça vous permet également de choisir le mining pool qui vous convient. Elles ont toutes leurs avantages, leurs inconvénients, il y a plus ou moins de frais, etc. etc. Donc c'est vraiment du cas par cas. Mais voilà, ça vous permet justement de vous situer. On voit qu'il y a quand même, en pool français, on a M-Pool, EU, ouais, en 14e position. Donc vous voyez, il n'y a pas que, parce que généralement les pools de minage sont associés à des pays asiatiques, parce que c'est généralement eux qui sont les plus puissants là-dessus, mais on remarque qu'il y a quand même des pays européens et autres qui arrivent quand même à sortir leur épingle du jeu à ce niveau-là. Ouais, attends, il faut le micro. Merci. Je voulais juste savoir si c'était possible avec, par exemple, un Antminer de diviser sa puissance de calcul sur 2 pools, par exemple. Alors, en gros, tu peux sélectionner des pools de rechange. Donc, par exemple, si la première pool tombe en panne, il peut switcher automatiquement sur une seconde pool. Par contre, je ne pense pas que tu aies la capacité de diviser la puissance par 2. Par contre, sur un rig de minage, tu vois, où par exemple, tu aurais 10 cartes graphiques, tu pourrais sélectionner 5 cartes graphiques qui vont miner de l'Ethereum, par exemple, et 5 autres qui vont miner de l'Ethereum classique. Donc là, sur un rig de minage, je sais que tu peux diviser. Sur un ASIC, je pense pas. Je pense qu'un ASIC fonctionne comme une seule et même entité et c'est tout ou rien, quoi. Ok, parce que en fait, si tu te poses sur une pool qui a, je sais pas, 2% de la puissance de minage, tu as quand même beaucoup de chances d'avoir beaucoup moins de reward au final. Donc pourquoi tirer forcément sur celle où il y a le plus de mineurs et pas sur une autre qui a peut-être 10% de la puissance? Alors non, justement, on en revient sur un point très très important. Moi, quand je sélectionne par exemple mes pools de minage, jamais je ne prends les plus grosses pools. Généralement, le but, encore une fois, quand on se lance dans la crypto-monnaie, et d'autant plus dans le minage, on favorise la décentralisation. Et donc il y a tout intérêt justement en tant que mineur demain, vous achetez parce que là, c'est un exemple sur Bitcoin, mais je vous encourage demain, si vous vous lancez dans le minage de Bitcoin, de ne pas aller chez Foundry Digital, mais plutôt justement de sélectionner un acteur beaucoup plus faible, enfin beaucoup plus petit dans l'écosystème, pour favoriser la décentralisation, la répartition de la puissance de hash. On voit que quand même, Foundry Digital détient à lui seul 21% de la puissance sur le réseau. Ça reste énorme, on parle toujours de la taxe 51%, ils sont quasiment à la moitié, donc est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à renforcer Foundry Digital? Je ne les connais pas, donc j'ai rien contre eux, mais ça a tout intérêt. Et pour avoir fait moi des calculs de rentabilité sur les différences entre les plus grosses pools, donc il y a le plus de mineurs, et celles les plus petites, eh bien en fait,
dans mon cas, c'était sur d'autres crypto-monnaies, j'avais tout intérêt à prendre des pools plutôt moyens, elles me payaient plus que sur les plus grosses ou les plus faibles. Parce qu'en fait, vous avez un problème. Sur les toutes petites poules, vous n'allez jamais trouver de bloc, vous n'allez rien gagner. Et sur les toutes grosses, vous allez être un parmi des millions, et donc vous allez obtenir hormis si vous êtes énorme, vous allez obtenir 0,0001% de la récompense, par exemple. Et donc, en tant que mineur moyen, on va dire, donc pas avec une énorme installation, mais pas non plus une machine, vous avez tout intérêt à sélectionner des poules plutôt dans le milieu du tableau, parce que sur le long terme, généralement, ça paye mieux. Enfin, en tout cas, moi, des calculs que j'ai fait sur plusieurs mois, ça payait mieux d'être justement sur ces plus petites poules que sur les plus grosses. Mais pas trop petits non plus, parce que si vous êtes tout seul dans votre poule de minage, vous n'allez jamais trouver de bloc, et là, vous n'allez absolument rien gagner. Donc, il y a le phénomène de décentralisation, le fait de gagner de l'argent, etc. etc. Ouais, attends. Quand tu disais, du coup, ils ont 22%, ils sont loin en fait des 51, parce que du coup, il y a 500 000 personnes qui sont. C'est-à-dire que ils peuvent pas. On est d'accord qu'ils sont... Non, du tout. En gros, ce que je dis, c'est qu'ils sont déjà bien présents sur le réseau. Et est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à les renforcer, sachant qu'ils ont déjà 21% de la puissance totale sur le réseau? C'est juste ça, hein, je veux dire. Je sais qu'ils peuvent pas faire l'attaque des 51. Ouais. Ça veut dire ce que... Non, c'est ça. Ils peuvent pas faire d'attaque, ils peuvent rien faire. Mais encore une fois, je veux dire, tu vois qu'ils ont 50. Exahash par seconde. Est-ce que le deuxième qui est seulement à 34 par exemple, le troisième ils sont quasiment à égalité, 33. Tu vois, il y en a qui sont par exemple à 10. Est-ce que ça vaudrait pas mieux la peine d'aller chez ces gars-là qui en ont déjà 10 pour essayer justement de eux les renforcer d'une certaine façon? Même après, bon, chacun fait ses choix comme il veut. Je veux dire, il y a des gars qui disent non, moi je vais aller chez le plus gros parce que j'ai envie d'être chez lui. Je veux dire, il y a aucun policier, aucun gendarme qui va vous dire ah non, vous êtes chez le plus gros, vous n'avez pas le droit. C'est le bon sens, enfin le bon sens. La bonne vision du réseau. Après, encore une fois, il n'y a pas un policier qui va te mettre un flingue sur la tempe en te disant tu dois aller ailleurs. C'est le choix du mineur. Et du coup, à 2%, c'est quand même. Enfin, c'est pas plus rentable, mais il y a plus de risques, donc on peut gagner plus gros, c'est ça, non? Si on prend une toute petite poule. Alors oui, en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais tu es dans un tout petit pool qui trouve un bloc, tu vas représenter proportionnellement une plus grosse partie. Et donc, sur le papier, instantanément, tu vas gagner beaucoup plus. Mais le problème, c'est que si tu trouves un bloc une fois par an, ça te fait une belle jambe. En fait, c'est ça l'équilibre. En fait, le plus compliqué, c'est de trouver un équilibre entre suffisamment puissant pour récupérer quand même suffisamment de blocs, et donc que ce soit intéressant, mais pas trop gros que pour ne pas être le millionième dans le tas. Et donc c'est là l'intérêt de trouver un pool plus ou moins équilibré, quoi. Ok. Merci, ça va. Est-ce qu'il existe justement des outils de calcul pour savoir comment te positionner par rapport à tes ASICs, par rapport au pool, pour savoir quel est ton taux de réussite, combien tu vas gagner d'argent en te mettant dans tel pool parce que tu vas représenter tant de pourcents? Pas à ma connaissance. Il n'y a pas un site ou un calculateur qui te donne ça. J'en parlerai après, il y a des calculateurs de rentabilité qui vont te permettre justement de simuler ta rentabilité, mais je ne connais pas un calculateur qui prendrait en compte le fait que tu sois sur un gros pool, un moyen, un petit, etc. etc. En fait, moi je l'ai fait avec un bon vieux tableur Excel à l'ancienne. Je mettais mes gains par jour, moyenne, etc., etc., sur plusieurs semaines, plusieurs mois, sur une crypto-monnaie qui évolue pas trop non plus, parce que si vous êtes sur quelque chose qui fait le yo-yo, etc., etc., et c'est comme ça qu'on schématise, qu'on simule ces rentabilités. Après, attention, les différences, on parle de quelques petits pourcents. Vous n'allez pas gagner 50% en plus. C'est pas, en choisissant un pool plus petit, par exemple, vous n'allez pas gagner 50%. Vous allez peut-être faire 1-2% supplémentaires. Mais bon, sur le long terme, sur plusieurs années, ça commence à représenter des sommes plus intéressantes. Mais vous n'allez pas doubler votre production en prenant un plus petit pool ou autre. Ouais, parce que ça reste quand même un calcul mathématique. Exact. Puisque tu es sur la chance, donc 1 sur 2 pour chacun par rapport à la puissance que tu développes. Oui. Et du coup, les premiers, ils ont tant de puissance de calcul. Toi, tu arrives avec ta puissance de calcul. C'est ça. Donc tu sauras par rapport à ça combien tu as de chance. Après, il y a toujours une inconnue, c'est-à-dire que tu pourrais prendre, on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça, des gars qui avaient des tout petites machines Bitcoin et qui, par chance, parce qu'il y a aussi le phénomène de chance, qui ont fait tomber un bloc ou quoi et qui empochent donc 6,25 BTC. Parce qu'il y a toujours ce phénomène aléatoire, ce phénomène chance, entre guillemets. C'est-à-dire que si votre machine prend le calcul et que la première solution qu'elle met, c'est la bonne, banco, vous aviez peut-être le plus petit ordinateur, vous étiez le plus petit compétiteur, mais parce que votre machine a commencé par un numéro aléatoire qui était le bon, vous avez gagné. Mais sur le long terme, vous ne gagnez pas. En fait, on peut gagner une fois très rapidement, mais c'est comme gagner au loto. Normalement, on gagne une fois au loto. Celui qui gagne 2 fois de suite, tant mieux pour lui, mais ça arrive rarement dans la vie de tout le monde, quoi. C'est exactement la même chose. On peut avoir de temps en temps une chance exceptionnelle et d'avoir un petit mineur Bitcoin qui va empocher la récompense.
Et après, ça permet de faire justement des beaux articles sur le net, mais c'est extrêmement rare. Les grosses fermes de minage, elles capitalisent pas là-dessus, quoi. Donc finalement, on n'a pas vraiment d'intérêt à miner, nous. Eh ben, je vais en parler juste après parce que je vais proposer justement les alternatives indirectes, puisque avec le prix de l'électricité de toute façon maintenant en Europe, le minage en Europe, ça va devenir très compliqué. Je vois que monsieur avait une question derrière. Pardon, merci. En fait, du coup, on a tendance à dire dans le milieu que pour les particuliers, miner du Bitcoin, c'est plus vraiment possible, mais en rejoignant une pool, ça l'est. Par contre, est-ce que tu penses que si on veut vraiment, dans la finalité, avoir du Bitcoin, c'est mieux d'investir dans un ASIC, de le faire tourner avec une pool, ou est-ce que ça sera plus rentable d'avoir un rig de GPU, de miner la crypto la plus rentable du moment et de la convertir en Bitcoin si on en veut? T'as déjà... Ah oui, en fait, c'est quand tu fais du minage, tu as plusieurs stratégies. Tu peux avoir la stratégie de ton but, c'est d'accumuler un maximum de Bitcoin, par exemple. Et pour accumuler un maximum de Bitcoin, tu peux y arriver de différentes façons. Soit tu mines directement du Bitcoin et tu obtiens ce que tu as en échange. Soit tu peux directement acheter du Bitcoin. À l'heure actuelle, avec le prix du Bitcoin qui a fortement baissé, la difficulté de minage sur le Bitcoin qui est toujours très élevée, la complexité de trouver des machines, un tarif électrique avantageux, etc., etc. Si vous n'êtes pas encore équipé de matériel, pour le moment, en tout cas, il vaut mieux, avec votre argent, acheter directement du Bitcoin. Vous en obtiendrez plus que par le minage. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a un an, c'était beaucoup plus rentable d'investir dans le matériel de minage plutôt que d'acheter directement du Bitcoin. Encore une fois, en fonction du moment où vous allez investir ou non, ça peut être un bon moment ou un mauvais moment. Et une autre stratégie, moi par exemple, je l'ai dit, je mine pas, j'ai pas du matériel qui me permet de miner directement du Bitcoin, donc j'ai pas d'ASIC. Par contre, avec mes machines, je peux miner par exemple de l'Ether et le vendre contre du Bitcoin. Ça, c'est une possibilité. Et notamment, il y a des moments où le minage GPU était beaucoup plus rentable que le minage ASIC sur d'autres crypto-monnaies. Et donc, il y avait tout intérêt de miner, par exemple, ces crypto-monnaies, de les échanger contre du Bitcoin. Et de cette façon, vous obteniez plus de Bitcoin que si vous aviez eu la possibilité d'en miner directement. Mais après, ça dépend vraiment le moment opportun ou non sur le marché, ce que vous allez en faire. Il y a des mineurs qui vont miner et vendre directement. Il y a des mineurs qui vont miner et qui vont garder, conserver pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Il y en a qui vont miner et garder une moitié et vendre l'autre. En fait, ça va vraiment être du cas par cas de la stratégie de chaque investisseur. Moi, j'ai plein de membres de ma communauté qui vendent directement ce qu'ils minent. Il y en a qui gardent, il y en a qui spéculent avec. Entre guillemets, il y a autant de possibilités qu'il y a d'êtres humains, de mineurs, quoi. Chacun a un petit peu sa vision des choses. Je vais essayer de rapidement terminer. Il me reste un ou deux slides, ne vous inquiétez pas. Donc je vous ai parlé, calculer sa rentabilité. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et si on mine, ok, c'est bien sympa la décentralisation, c'est bien sympa de participer au réseau, mais on est quand même là pour faire un petit peu d'argent. Et donc, il existe des sites qui vous permettent notamment de simuler votre rentabilité. Ça vous permet quand même d'un petit peu se faire une idée de ce que telle ou telle machine pourrait vous rapporter, tel ou tel investissement. Sur les ASIC, on a un site qui s'appelle ASIC Miner Value, qui va notamment vous trier les ASIC en fonction de leur rentabilité sur les différentes crypto-monnaies. Ça vous permet déjà de vous faire une idée. Sur les GPU, les CPU, c'est What to Mine qui est la bible de tous les mineurs. Donc ça va vous lister les crypto-monnaies les plus intéressantes à miner. Attention à un instant T, j'insiste énormément là-dessus. Si le calculateur vous dit par exemple vous allez faire 10 € par jour, c'est pas 10 € par jour pendant un an. C'est au moment où vous avez fait le calcul, ça vous rapporte 10 € par jour. Le lendemain, ce sera peut-être 12 €. Le surlendemain, ce sera peut-être plus que 8 €. Et encore, ici je vous parle en euros. Normalement, on parle en quantité de coin. C'est-à-dire que le calculateur va vous dire, par exemple, je vais faire très simple, on va dire que vous allez miner 1 BTC par jour. Mais 1 BTC par jour, c'est pas garanti. Genre, j'achète la machine, pendant un an, je fais 1 BTC par jour. Ça va dépendre du nombre de mineurs sur le réseau, de la difficulté de minage, de comment le marché se porte, etc., etc. C'est absolument pas garanti. Donc, ces calculateurs en ligne vous permettent de vous faire une idée globale, une idée du chemin que vous allez emprunter. Mais en aucun cas, il faut me dire, ah ouais, mais moi, quand j'ai fait mon calcul de rentabilité, ça m'avait dit que j'allais faire 100 € par mois, et là, je suis qu'à 80, ça me va pas. Non, ça t'a donné à l'instant T que ce serait 100 €. Voilà. C'est pas du garanti, c'est un calculateur de rentabilité, ça permet de simuler sa rentabilité. C'est absolument pas une chose véritable, c'est pas signé, quoi. C'est pas écrit dans le marbre, ça peut varier. Et c'est pour ça d'ailleurs que le minage, d'une certaine façon, alors pour le moment il n'est pas extrêmement rentable, mais c'est pour ça que le minage peut être extrêmement rentable par moment et pas à d'autres. Moi je connais des gars qui ont investi dans du matériel de minage en 2021, début 2021, des gars qui minage GPU. Ils ont acheté pour 5 000 € de matos. En 3 mois, c'était rentabilisé. Au bout de 3 mois, après les 3 mois, le matos était totalement rentabilisé. Ils faisaient que des bénéfices. Ces mêmes personnes qui se lancent maintenant, c'est une catastrophe parce que pour le moment, le marché n'est pas du tout porteur. Le minage se porte très mal puisque le prix des crypto-monnaies de manière générale s'est effondré.
le prix de l'électricité, on en parle sans arrêt, ne cesse d'augmenter. Donc actuellement, se lancer dans le minage de crypto-monnaies en Europe, je précise bien en Europe, avec le tarif qu'on a de l'électrique, c'est extrêmement compliqué d'être rentable à l'heure actuelle. Si vous avez déjà le matériel, il y a encore moyen un petit peu de s'en sortir, etc., etc. Mais au jour d'aujourd'hui, maintenant, se lancer dans le minage en Europe, c'est extrêmement compliqué. Et donc, pourquoi est-ce que je vous en parle de ça justement? C'est parce que pour investir dans le minage de crypto-monnaie, il y a, en fait c'est un petit peu comme tout en crypto-monnaie, il y a 50 possibilités. Donc vous pouvez directement acheter la machine et l'installer chez vous. Ça c'est le cas le plus simple. On achète la machine, le rig ou les ASIC, on les installe chez soi, on fait soi-même ses calculs en rentabilité, etc., etc. Et entre guillemets, c'est pas plus compliqué que ça. Le problème, je vous le disais, le prix de l'électricité en Europe ne cesse d'augmenter. En tout cas, pour le moment, c'est pas le bon moment de se lancer dans le minage de crypto-monnaie. Il y a tout intérêt plutôt, si en tout cas vous voulez vous lancer dans le minage de crypto-monnaie, il vaut mieux se lancer à l'international, dans des pays où le tarif électrique va être beaucoup plus intéressant. Et donc pour ça, on a notamment des alternatives. Donc vous avez par exemple la possibilité d'acheter une machine et de l'installer dans une ferme de minage. C'est ce que propose Start Mining. Ils ont Aston, merci, juste au-dessus. On a Phil Mining qui le propose. On a BBGS, donc de Sébastien Gouspiou, qui vous a fait des présentations aujourd'hui, qui vont vous permettre. Donc là, vous avez des fermes de minage qui sont déjà en place. Vous allez leur louer un emplacement dans leur ferme de minage. Vous allez profiter de tous les avantages de ces fermes de minage. Atmosphère contrôlée, régulée, des personnes sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Surtout, un tarif électrique extrêmement avantageux. Je sais que on arrive à aller chercher des 3 ou 4 centimes de dollars le kilowattheure, là où en Europe, ça n'arrête pas de flamber. Donc ça peut être une solution. Donc on peut détenir sa machine chez soi, mais on peut la détenir également chez une ferme de minage. On a également une autre solution. Moi, je ne suis pas ultra fan, mais on peut louer de la puissance de minage à une ferme. Donc ici, la machine ne vous appartient plus. Vous allez louer de la puissance de calcul à cette ferme de minage. Elle vous garantit cette puissance de minage et vous pouvez décider d'utiliser cette puissance de minage comme bon vous semble. Moi, ce n'est pas un modèle économique que je trouve très intéressant. Maintenant, je connais des membres de ma communauté qui m'ont dit qu'eux, ils sont extrêmement contents de ce système et que ça fonctionne très bien pour eux. Et également, une des dernières possibilités, alors ce slide, je l'ai fait avant d'avoir l'annonce de Richard Grandangle qui a fait son annonce tout à l'heure. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas son nom là, mais on peut le rajouter. Vous avez également la possibilité d'investir directement dans des fermes de minage. C'est notamment ce que va proposer Summit Mining. En fait, chez Summit Mining, ce sont des fermes de minage qui sont déjà en place. Ils en ont 12 réparties un peu partout sur la planète. Et ici, plutôt que d'acheter une machine spécifique en disant cet ASIC, c'est le mien, il a mon nom. Non, là, vous allez investir un petit peu comme vous allez investir dans Total ou Air Liquide. Vous allez détenir des parts de la société. La société, ce sont des fermes de minage. Et en fait, vous allez toucher comme une forme de dividende. Alors, c'est pas je pense que le mot dividende n'est pas le mot exact, etc. Mais vous avez compris. En gros, vous détenez des parts de la société et vous êtes rémunéré proportionnellement à votre investissement dans ces sociétés. L'avantage chez Summit Mining, parce que je les connais très bien, parce que je suis moi-même client chez eux, alors que je fais moi-même du minage chez moi. L'avantage chez eux, c'est que comme ils ont des fermes de minage réparties un peu partout sur la planète, si même vous avez un problème dans une ferme, par exemple, située au Canada, c'est pas un souci parce qu'il y en a encore 11 autres qui tournent derrière, répartis ailleurs. Donc, pour que le système s'arrête, il faudrait vraiment mettre à l'arrêt l'ensemble de ces fermes de minage. Donc, ce sont des alternatives. Donc, on voit que, oui, le minage en Europe, pour le moment, c'est clairement pas la joie, mais il existe des alternatives pour quand même participer à ce genre de réseau et quand même profiter, parce qu'effectivement, à un prix de 3 ou 4 centimes le kilowattheure, le minage, ça reste quand même très, très intéressant à l'heure actuelle. À 20 ou 30 centimes, c'est pas intéressant, mais à 3 ou 4 centimes, ça l'est. Surtout quand, en ferme de minage, on peut faire des économies d'échelle. C'est toujours la même chose, hein, quand vous avez créé un bâtiment pour faire du minage, si vous mettez une machine dedans, ça vous a coûté très cher. Si vous en mettez 1000, ça vous revient beaucoup moins cher, proportionnellement, le prix du bâtiment. Donc ça permet de faire ces fameuses économies d'échelle. Ça reste des alternatives qui permettent de participer au monde du minage sans avoir les contraintes, parce que dans ce genre de cas, forcément, comme les machines sont ailleurs, vous n'avez pas le problème de bruit, vous n'avez pas le problème de chauffe, vous n'avez pas le problème d'entretenir le matériel, de vérifier que tout va bien et ça. Vous avez un prestataire de service qui s'occupe de toute la partie entre guillemets chiante, on va dire, et vous allez participer au financement de ce genre d'actifs. Donc ça reste des alternatives. Et là, je fais rapidement, je crois que c'est ma dernière slide. On en parle également, que le Proof of Work, il n'est pas tout seul dans cet écosystème. On a également le Proof of Stake qui a été le débat de ce matin, un Proof of Work versus Proof of Stake, donc la fameuse preuve d'enjeu.
Pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est tout simplement pour vous montrer qu'il existe des alternatives, que le Proof of Work n'est pas seul dans le monde. Je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est moins bien, je dis juste qu'il y a des alternatives. Donc là, le fait en staking, le Proof of Stake, c'est plus le fait de détenir des machines et de la puissance de calcul qui vous rend éligible, mais tout simplement le fait de détenir des coins, des jetons de la crypto-monnaie en question, qui va vous permettre notamment de faire exactement ce que font les mineurs, c'est-à-dire valider les transactions, valider les blocs, les associer à la blockchain, etc., etc. Mais le staking, c'est un nom barbare pour désigner toute une grande famille, un petit peu comme le Proof of Work, je vous ai dit, il y a le minage CPU, GPU, ASIC, etc. Et bien dans le staking, on a également toute une sous-gamme avec d'un côté les masternodes. Masternodes, c'est par exemple Dash, Flux, etc. Delegate Proof of Stake, c'est Tezos, Cardano, Atom, etc. On a le Proof of History, etc., etc. Donc de manière générale, quand on vous parle de staking, il faut bien comprendre que le staking, c'est un terme générique. Il y a plein de choses qui se cachent derrière, c'est pas une seule chose. Et également, comme je vous disais, dans le minage, il y a également des alternatives. Donc le minage processeur, comme on disait, le Monero, XMR. On a également le Proof of Coverage avec Helium Network, qui est un système qui a pour but d'étendre les réseaux 3G, 4G pour permettre la connexion d'appareils entre eux. Et donc là, on est quand même sur une forme de minage, mais on n'est plus du tout sur une puissance de calcul, mais plutôt sur le fait de participer à un réseau et l'agrandir. On a le Proof of Capacity avec Burstcoin ou Chia, où là, il faut mettre de l'espace de stockage à disposition avec des disques durs, notamment lorsque vous mettez vos photos dans le cloud chez Google ou Apple, voilà, il y a des disques durs derrière qui permettent d'héberger vos photos. Et ça, en fait, le Proof of Capacity, c'est la même chose, version décentralisée par les crypto-monnaies. On a également le Proof of Burn, etc., etc. Donc, encore une fois, lorsqu'on parle de minage, ce n'est pas que Bitcoin, ce n'est pas que Ethereum. Il y a plein, encore une fois, de sous-catégories. Et voilà. Et je suis pile dans les temps. Je ne sais pas s'il y a une ou deux questions, rapidement, et puis parce que je crois que je suis déjà en retard. Pourquoi encore toi? Pas une compliquée, hein. Un truc que je peux répondre. Hein. Ne pensez-vous pas qu'en ce moment, on subit pas mal d'attaques au niveau des crypto-monnaies, sachant que les gouvernements ne peuvent pas attaquer frontalement le BTC par l'attaque des 51%, oui. Ils utilisent les leviers qu'ils peuvent utiliser, c'est-à-dire ils passent par des sociétés comme BlackRock, etc. pour attaquer, faire chuter le cours, comme ça les mineurs ils se retrouvent dans la mouise, oui. Et ils utilisent les leviers après des énergies pour pouvoir faire en sorte qu'on démantèle les fermes. Alors, honnêtement... En augmentant le coût. Moi, je ne sais pas si directement eux ont ce genre d'application. On peut penser que oui, hein, je veux dire de manière générale. Je pense que s'il y a moyen de nuire entre guillemets à l'écosystème, il y en a qui vont pas se gêner. Je ne sais pas si le fait par exemple que BlackRock soit rentré est positif, négatif, etc. Maintenant, il est certain qu'on l'a bien vu avec le ban du minage en Chine. Ça a fait un peu de mal au monde du minage puisqu'il a fallu déplacer les fermes de minage. Maintenant, ça a été transitoire. C'est-à-dire que c'était le temps qu'on prenne les machines, qu'on les retire de Chine et qu'on les mette ailleurs comme le Canada, etc., etc. Ça a posé entre guillemets, encore, ça n'a même pas posé de gros problèmes, mais en gros, pendant 3 semaines, on a eu le temps de la transition. Mais effectivement, le gouvernement pourrait avoir des leviers. On en parlait ici, on a Pierre Rochard, qui est enfin, il n'est pas le président, mais il est très impliqué dans Riot Mining, qui est l'une des plus grosses fermes de minage au monde, qui est située au Texas, États-Unis. On pourrait se poser la question de la légitimité d'une énorme ferme de minage comme ça, donc une des plus grosses fermes au monde, qui est, entre guillemets, sur le territoire américain et donc qui pourrait potentiellement être soumis à la loi américaine. Et alors après, voilà, j'ai pas de réponse. Honnêtement, je ne saurais pas répondre à ça, mais voilà, est-ce que le fait que l'une des plus grosses fermes de minage soit aux États-Unis, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce qu'ils vont devoir être compliance avec le gouvernement américain ou autre? Je peux pas répondre, mais en tout cas, il est sûr que ça aura un impact. C'est l'Amérique qui est censée être le pays de la liberté et la liberté d'entreprendre. Donc, si on bloque ça. Ouais, je l'espère. Je l'espère. En tout cas, voilà. Maintenant, je peux pas le garantir, mais je l'espère. Il y avait une autre question, je pense, pour monsieur. Ça, je déborde pas trop. Oui, mais du coup, tu disais que là, ça devient compliqué de miner, que ce soit avec la hausse du prix, ou peut-être même avec le merge qui arrive. La question, c'est voilà. Comment tu vois les choses, toi dont c'est l'activité principale? Quelle est ta strat? Est-ce que tu mines, tu hold du coup en espérant décharger sur un prochain boule? Est-ce que tu débranches? Enfin voilà. Alors pour le moment, j'ai encore la chance d'avoir un contrat négocié pour une année, un peu moins maintenant. Donc je suis toujours à l'ancien tarif. Donc là pour encore un an entre guillemets, je suis tranquille. Enfin tranquille. Je veux dire, je vais pas faire comme si de rien n'était et au bout d'un an me réveiller. Mais là c'est vrai que pour le moment, j'ai encore une année sympa, on va dire.
Mais il est clair que si nos gouvernements, de manière générale, ne font rien et laissent le prix de l'électricité s'envoler et devenir totalement déraisonnable, puisque indirectement c'est sympa de miner, c'est tout ce qu'on veut, il y a des gens, ils vont devoir choisir entre manger et chauffer cet hiver. C'est quand même quelque chose de catastrophique d'avoir cette augmentation du tarif de l'électricité. Et oui, si d'ici un an l'électricité est toujours aussi chère, je n'aurai pas d'autre choix que soit d'arrêter mes installations, ce que je n'espère pas. J'espère trouver des solutions, notamment il y a Stark Mining qui propose, pour le moment ils sont complets, mais bon, soit, ils proposent notamment des solutions d'hébergement dans leurs fermes de minage en Islande, au Canada ou autre. Je pense réellement que si le tarif de l'électricité... moi j'ai toujours envie de miner, je veux dire, j'ai pas envie d'arrêter le minage, mais le continuer en Europe, avec le tarif électrique qu'on a, ce ne sera pas possible. Et donc je vais pas miner à perte. Ça m'est arrivé par le passé de miner à perte. Quand on mine à perte pendant 1 mois, 2 mois, on prend la facture sur soi, c'est pas catastrophique si derrière le marché repart. Le problème ici, c'est que prendre la facture sur soi pour une chose qui est totalement inconnue, puisqu'à l'époque, c'était tout simplement, c'était pas un problème électrique, c'était un problème que le crypto-monnaie avait perdu énormément de valeur. C'était le moment où le Bitcoin était repassé de 20 000 $ à 3 000 $. Donc là, ça avait été catastrophique pour l'ensemble du marché et donc pour les mineurs. Mais il est certain qu'à 30, 40, 50, 60 centimes le kilowattheure, ce ne sera pas possible. Et donc là, oui, moi qui ne veux pas m'arrêter de miner, je vais devoir trouver des alternatives dans probablement des fermes de minage ou autres installées, ou alors vendre mon propre matériel pour réinvestir dans les solutions là que j'ai parlé. Mais oui, à 60 centimes, à moins que d'un miracle, ce ne sera pas possible. En tout cas, si tu veux faire du yield, viens chez Défi France, on va te montrer comment faire. Ah mais écoute, moi je touche à tout, hein, donc c'est avec grand plaisir. Hein. Staking, masternode, lending, je prends. Là et là, mais je sais pas, je peux continuer ou... Ouais, vas-y. Ouais, si vous avez le micro, juste parce que comme ça, c'est enregistré. Ouais, merci. Je termine comme ça, vite fait. T'es sûr? Parce que sinon, je coupe. Hein. Okay. Concrètement, je voudrais savoir comment on augmente la difficulté de minage. Qu'est-ce qui se passe pour l'augmenter? Alors, donc c'est vraiment au niveau du calcul où en fait la complexité donc c'est toujours x plus y égale z et en fait on vient complexifier ce calcul tout simplement. Et donc en fait on propose plus de variables à calculer justement pour le rendre plus compliqué. Okay. Voilà. Merci à tous.